bienvenue si vous nous rejoignez pour cette dernière session. Une session qui est placée sous la présidence, cette fois, du secrétaire de l'Académie nationale de médecine, le professeur Christian Ouattard est docteur en médecine, spécialiste en immunologie clinique. Il a dirigé les services d'immunologie clinique et de diabétologie de l'hôpital Necker-Enfants Malades, de l'hôtel Dieu, de Paris et de l'hôpital Cochin. Il a également dirigé l'unité INSERM U561, immunologie génétique et traitement des maladies métaboliques et du diabète de l'hôpital Cochin, Saint-Vincent-de-Paul. Les inégalités dans l'accès à l'innovation thérapeutique, c'est une réalité à laquelle font face de nombreux patients. Les réglementations des États en matière de mise sur le marché, les prix de ces médicaments et traitements innovants sont aussi des éléments explicatifs et nous allons voir, ils ne sont pas les seuls, c'est ce que va nous expliquer le professeur Michel Goldman, monsieur le secrétaire perpétuel. Je vous laisse le soin d'accueillir. Merci. C'est un plaisir d'introduire Michel Goldman, professeur d'immunologie, ça doit être la fossile, ça non, l'immunologie, et de pharmacothérapie à l'Université libre de Bruxelles, qui était directeur de l'Institut d'immunologie médicale de la même université. Il a été le premier Executive Director of Innovative Medicine Initiative en Europe, fondateur de l'Institut 3H pour Interdisciplinary Innovation in Healthcare et éditeur en chef de Compliance in Medicine. Et c'est un plaisir particulier parce que l'Académie de médecine française s'est fait évaluer par 3 évaluateurs externes, dont Michel, leur travail a vraiment été, je trouve, formidable et c'est ce qu'on est en train de mettre en œuvre actuellement. Michel. Bien, monsieur le secrétaire perpétuel, cher Christian, cher Georges, chers collègues, chers amis, c'est vraiment un très grand plaisir ici, pour les raisons que Christian a évoquées, de participer finalement à cette réunion conjointe des 2 académies. Alors, bon, les inégalités dans l'accès à l'innovation thérapeutique, on les a déjà largement évoquées depuis ce matin. Et si l'on se rappelle la crise du Covid et ce qui s'est passé avec l'innovation vaccinale, eh bien, ça a très bien mis en évidence les inégalités majeures de par le monde. Vous savez que les fameux vaccins ARN, ce sont des vaccins qui ont essentiellement été déployés dans les pays riches, et les pays à moyen et bas revenus soit n'ont pas bénéficié de vaccins, soit ont en fait assez largement fait appel aux vaccins chinois. Mais ce n'est pas de cela dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce que je vais essayer de faire, c'est de me placer dans la position d'un patient atteint d'une maladie grave pour laquelle il n'y a pas de traitement satisfaisant disponible. Alors il lit dans la littérature, il écoute dans les médias ce que l'on dit d'un nouveau médicament prometteur qui serait bientôt approuvé par les agences réglementaires. Et finalement, quelles sont les options qui s'offrent à lui? La première option qu'il faut évidemment recommander, favoriser autant que possible, c'est que ce patient s'inscrive dans un essai clinique qui évalue l'efficacité, la sécurité de ce nouveau médicament. On verra que cet essai clinique peut se placer avant ou immédiatement après l'approbation par les autorités réglementaires. Alors, on conviendra que bien souvent, malheureusement, l'inclusion dans un essai clinique n'est pas possible. Pour différentes raisons. D'abord des raisons d'éligibilité, critères d'exclusion, critères d'inclusion. Il faut rappeler ici que ces essais, notamment lorsque ce sont des essais qui précèdent immédiatement l'approbation réglementaire, ils sont conçus par l'industrie pharmaceutique avec évidemment un objectif clair, c'est de simplifier l'essai autant que possible, de manière à maximiser les chances qu'ils obtiennent finalement la fameuse autorisation recherchée. Et puis même si le patient est éligible sur la base de ces critères, faut-il encore qu'il y ait un essai clinique disponible dans le pays où il vit ou dans la région où il vit, ce qui n'est pas toujours évident. Et donc il y a là effectivement déjà, si vous voulez, une source d'inégalité. Alors, si l'on
par les pays dans lesquels les essais cliniques se développent. Alors ça, il y a différentes données qui existent dans la littérature. Ici, ce sont des données qui cumulent les essais cliniques menés depuis 2008. Eh bien, vous voyez qu'effectivement, d'abord nos pays, la France et la Belgique, sont bien situés. On est assez fiers en Belgique parce que par rapport au nombre d'habitants du pays, je pense qu'on est le deuxième pays au monde à conduire le plus d'essais cliniques. Le point sur lequel je voudrais insister, c'est la première ligne de cette diapositive. Vous voyez que si certains pays européens comme les nôtres font bien, eh bien ça n'est finalement que peu de choses par rapport aux États-Unis qui sont largement en tête dans le nombre d'essais réalisés. C'est le point majeur de cette diapositive. Et l'explication finalement est assez simple. Pourquoi est-ce que l'industrie privilégie les États-Unis pour mener les essais cliniques? Eh bien, c'est parce que c'est le marché qui est le plus attirant et il est beaucoup plus que l'Europe. Déjà par son volume, nous verrons qu'il y a d'autres raisons qui l'expliquent. Puisque ces essais cliniques pré-enregistrement, ils sont, comme vous le savez, conçus par l'industrie. Il est intéressant de voir l'évolution aussi des investissements en recherche-développement. Vous savez que ces essais cliniques, notamment les essais cliniques de phase 3, représentent une partie importante de l'investigation de l'investissement de l'industrie pharmaceutique en recherche-développement. Et ce qui est très intéressant à voir sur cette diapositive, c'est la montée remarquable de la Chine dans les investissements en recherche-développement de l'industrie pharmaceutique. Et donc il faut s'attendre à ce que, effectivement, le nombre d'essais cliniques qui seront menés dans les pays asiatiques, en particulier en Chine, mais aussi dans d'autres pays comme la Corée, vont aussi augmenter, sans doute au détriment d'ailleurs des pays européens. Et simplement pour vous dire que pendant la crise du Covid, nous-mêmes, nous avions attiré l'attention sur une situation particulière d'un anticorps monoclonal anti-SARS-CoV-2 qui à l'époque était le seul anticorps actif contre le variant en circulation et que la firme avait décidé de ne pas mettre à disposition, de ne pas développer en Europe alors qu'elle le développait aux États-Unis. Et ceci démontre bien effectivement les différentes considérations prises en compte par l'industrie dans le choix des pays, des régions dans lesquelles les médicaments innovants sont développés. Bien, alors concentrons-nous maintenant sur l'Europe. On parle des inégalités. Une inégalité importante, c'est celle qui concerne les délais entre l'approbation par les agences réglementaires, essentiellement l'Agence européenne du médicament, et le remboursement effectif par la sécurité sociale, par l'assurance maladie. Et vous voyez qu'il y a là des disparités importantes. D'abord sur le nombre de médicaments. Tous les médicaments approuvés par l'IME ne feront pas finalement l'objet d'un remboursement dans les pays. Vous voyez qu'il y a là une grande disparité en Belgique, c'est à peu près la moitié des médicaments qui finalement seront remboursés. Vous voyez qu'en Allemagne c'est beaucoup plus et la France occupe une position intermédiaire. Alors de façon très importante, quelles sont les disparités qui sont importantes entre le moment où le médicament est approuvé et le moment où il est remboursé dans le pays? Vous savez que là, la décision de remboursement par l'assurance maladie se fait pays par pays. C'est une prérogative nationale qui donne lieu souvent pour les médicaments les plus innovants, les plus récents, à des négociations secrètes d'ailleurs. Et vous voyez qu'il y a là une très grande disparité. Encore une fois, c'était calculé sur un certain nombre d'années récentes, 2000,
Et vous voyez que ces délais sont relativement courts en Allemagne, 128 jours, pour être beaucoup plus longs en France et en Belgique, pour dépasser les 500 jours. Ça, c'est une source d'inégalité, aussi de frustration énorme, puisque les patients que j'évoquais savent que le médicament est considéré comme efficace et sûr par l'autorité réglementaire européenne, mais il n'est pas remboursé. Alors, que faire? Quelles sont les options possibles? Alors, heureusement, et ceci est vrai dans la plupart de nos pays européens, nous avons des programmes qui portent divers termes. En anglais, on va parler de Management Agreement. J'ai pris ici l'exemple de la France, sur lequel je reviendrai, où, à côté des essais cliniques, vous avez la possibilité d'obtenir un usage compassionnel jusqu'à l'approbation réglementaire, ou un accès précoce qui peut précéder l'approbation réglementaire et la dépasser. Alors, la législation belge sur ces modèles d'accès précoce à l'innovation est maintenant en discussion, elle va être revue prochainement. La législation ancienne est particulièrement complète, je ne vais pas la détailler, d'autant qu'elle va changer prochainement. Par contre, je voudrais insister sur ce qui a été mis en place en France en 2021 avec ces deux voies possibles, l'accès compassionnel et l'accès précoce. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des procédures ni des institutions qui sont en charge, la NSM pour l'accès compassionnel, la Haute Autorité de Santé pour l'accès précoce, avec parfois un avis préalable effectivement de l'Agence nationale pour la sécurité des médicaments. Le point sur lequel je voudrais insister, qui me paraît essentiel, c'est que dans les deux cas, le laboratoire pharmaceutique doit assurer, fournir les garanties qu'il recueille les données en vie réelle qui seront indispensables pour évaluer l'efficacité, la sécurité des médicaments et finalement son approbation finale. Alors, récemment, le bilan de cette nouvelle loi a été fait. Ce bilan est assez remarquable. Je suis curieux de connaître évidemment les réactions de mes collègues français qui auront peut-être une opinion plus nuancée. Toujours est-il que ce qui a été publié par les deux agences, c'est que plus de 100 000 patients en situation d'impasse thérapeutique ont bénéficié de ce nouveau dispositif depuis 2021. Et globalement, si vous voulez, pour l'accès précoce, c'est 98 décisions favorables qui ont été promulguées. Vous voyez, beaucoup d'entre elles, ce n'est pas très étonnant, intéressent l'oncologie et la cancérologie, mais d'autres disciplines sont bien présentées, ça ne vous étonnera pas, en particulier les maladies infectieuses. Alors, ceci dit, il faudra faire beaucoup mieux. Et lorsque l'on compare, encore une fois, avec ce qui se passe aux États-Unis, vous connaissez tous Guillaume Callot, qui a véritablement mené un travail de médecine translationnelle extraordinaire dans le syndrome de Close, ce syndrome dysmorphique avec ses hypercroissances majeures. Il a finalement obtenu l'approbation par la FDA de ce médicament, l'Implicit. Il s'agit du repositionnement d'un médicament utilisé initialement dans le cancer. Ça a été une longue lutte. Donc ce médicament aujourd'hui est approuvé par la FDA. Il ne l'est toujours pas par l'EMA. Et les patients traités, notamment par Guillaume Callot, le sont dans un programme d'accès précoce où, ce qui est un peu une exception, il faut le dire, le médicament est mis à disposition par la firme et, plus que ça, il est mis à disposition gratuitement, ce qui n'est pas toujours le cas, puisque ces médicaments en accès compassionnel ou accès précoce peuvent effectivement être pris en charge complètement par la sécurité sociale. Alors, très récemment, Alexandre Belot de Lyon a publié dans l'Ancet un éditorial très intéressant
à propos d'un autre médicament anticancéreux qui est efficace, qui a été démontré efficace dans une autre maladie rare, qui est cette maladie de Shackle. C'est un syndrome assez complexe que je ne détaillerai pas. Là encore, médicament approuvé par l'FDA, mais je l'ai interrogé récemment par email, et il dit qu'en France, il n'est pas du tout certain, effectivement, que ce médicament puisse être utilisé, donc là encore, une inégalité évidente. Je terminerai par dire un mot de la thérapie génique, sujet sur lequel Mathias de Watripon, l'économiste qui collabore avec nous au sein de l'Institut I3, nous sommes penchés sur la question, avec lui Alain Fischer. On a rappelé que le coût habituel pour ce traitement de thérapie génique pour ces maladies ultra rares tourne autour de 2 millions d'euros pour effectivement une seule injection qui est censée guérir le patient ou la patiente pour le restant de son existence. Reste à le démontrer. Le problème, c'est que ces prix continuent à augmenter malgré les efforts qui sont faits, notamment par ces différentes sociétés, ces multiples appels dans les journaux les plus prestigieux, indiquant que, comme on est parti là, eh bien, on risque dans ce domaine de creuser encore plus les inégalités. Il faut savoir que chaque fois qu'un nouveau médicament apparaît sur le marché, le prix de référence est celui qui a été accepté pour des médicaments de thérapie génique dans d'autres indications. Ceci, disons, fait monter les prix et, bien entendu, avec l'arrivée de cette nouvelle stratégie d'édition génomique beaucoup plus précise grâce à CRISPR-Cas9, on peut craindre que ce mouvement ne fasse que s'amplifier. Et je voudrais donc terminer en attirant l'attention sur la dernière thérapie génique dont on parle beaucoup, qui est celle de la drépanocytose, pour rappeler que 3/4 des patients concernés eh bien, se trouvent dans des pays à faible ou moyen revenu. Donc on se demande comment effectivement ces patients très nombreux vont pouvoir un jour avoir accès à l'un de ces deux produits qui vient d'être approuvé par la FDA. Et donc ces questions et d'autres, j'en profite, un peu de publicité, seront discutées ici même la semaine prochaine lors de la séance annuelle de l'Institut I3. Je vous donne la chance d'accueillir Alain Fischer pour la lecture finale. Je vous remercie de votre attention.